président Ouattara a regagné Abidjan cet après-midi. Alassane Ouattara était ce matin même à Niamey au Niger où il a pris part au 3e sommet des chefs d'État du Conseil de l'Entente. Les épreuves écrites du baccalauréat ont démarré aujourd'hui pendant 5 jours. Ce sont plus de 229 000 candidats qui vont tenter de franchir l'entrée des grandes écoles et des universités. Une fusillade a éclaté aujourd'hui dans un tribunal du Michigan dans le nord des États-Unis. La fusillade a fait 2 morts et plusieurs blessés. Madame, Monsieur, bonsoir. Le chef de l'État est rentré de son voyage au Niger. Le président Ouattara a participé au 3e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente à Niamey. Des membres du gouvernement l'ont accueilli à sa descente d'avion. Les présidents togolais, burkinabés, béninois et nigériens ont aussi participé à cette rencontre. Sur la table, la renaissance de l'organisation sous-régionale, la coopération politique et les difficultés liées à la sécurité dans la sous-région. Une décision pour l'institutionnalisation d'une réunion annuelle des ministres de la sécurité de cet espace sera soumise à la signature des chefs d'État et de gouvernement du Conseil. Le reportage de Viviane Aïmé. Alassane Ouattara, aux côtés de son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou, dans la capitale nigérienne, pour cette 3e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Les pères fondateurs de celle qui est désormais la plus vieille institution sous-régionale ouest-africaine, créée en 1959 par le président Houphouët-Boigny et ses pairs du Niger, de la Haute-Volta, du Bénin, le Togo les a rejoints en 1966. Leurs successeurs de la 2e génération de chefs d'État, dont le président de la République Alassane Ouattara, ont entrepris d'en faire un véritable outil d'intégration sous-régionale. En 2011, dès sa prise officielle de fonction, l'un des premiers actes de solidarité sous-régionale du président de la République Alassane Ouattara a été l'adoption, avec ses pairs chefs d'État du Conseil de l'Entente, d'une charte pour la réorganisation de la vieille institution qui était en passe de mourir. Ce 3e sommet a été marqué par une vitalité retrouvée par le Conseil de l'Entente. Le président sortant de l'institution, Mahamadou Issoufou, qui a assuré l'exercice pendant 2 ans, a félicité le travail accompli par le secrétariat exécutif présidé par l'Ivoirien Patrice Kwame. Outre la réalisation de projets de développement, le Conseil de l'Entente se fixe aujourd'hui de nombreux autres défis, notamment dans le domaine de la sécurité au plan sous-régional et aussi au plan politique, par le renforcement de la démocratie au sein des États. Nous avons entrepris des initiatives visant à renforcer la coopération politique, la paix et la sécurité, devant les graves menaces qui se posent à nos pays dans ce domaine. À cet égard, et conformément aux instructions que nous avons données à nos ministres, une proposition de décision instituant une réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières nous est soumise. Cette initiative est pertinente et conforme au contexte de notre sous-région. Nous n'avons d'autre choix que la mutualisation de nos forces et de nos moyens de défense et de renseignement. La stabilité de notre sous-région passe par la stabilité de tous les pays voisins. Au volet de la mobilisation des ressources pour le financement des projets de développement, un mémorandum d'entente a été signé entre le Conseil de l'Entente et les ACP. Cheville ouvrière également de ce renouveau du Conseil de l'Entente, le président de la République Alassane Ouattara. Ça fait 3 ans nous n'avions pas tenu de sommet, en 2014 et en 2015, en raison de l'évolution dans la zone. Là, nous sommes heureux de nous retrouver. C'est le 3e sommet depuis la redynamisation du Conseil de l'Entente. Et je peux dire que notre organisme est sur les rails. Et nous sommes très heureux du travail qui est fait par le secrétariat exécutif. Et nous particulièrement, puisque le secrétaire exécutif est notre concitoyen Patrice Kwame. Et je considère que cette organisation est un exemple. C'est la première organisation de son genre, puisqu'elle date de 1959. Après les 10 années de léthargie,
les choses ont repris et donc c'est une organisation de confiance, de coopération, d'entente et de fraternité. Et nous continuerons d'aller de l'avant. Un autre signe de cette vitalité, plusieurs autres pays de la sous-région frappent à la porte de l'organisation. La Guinée, le Sénégal, le Mali. À ce titre, le chef de l'État malien, Boubacar Keïta, assistait à ce sommet en tant qu'observateur. Des décisions ont été prises lors de cette rencontre, le 3e sommet des chefs d'État du Conseil de l'Entente qui s'est déroulé, comme vous l'avez constaté, à Niamey, au Niger. Écoutons un extrait du communiqué final. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a pris acte de la fin du mandat du secrétaire exécutif M. Patrice Kwame et de celui du secrétaire exécutif adjoint M. Issouf Issa, conformément à l'article 18 de la charte du Conseil de l'Entente. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a rendu hommage aux deux responsables pour leur sens aigu du devoir et pour leur abnégation. À cet égard, la conférence a pris les mesures suivantes. 1. Reconduit au poste de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente M. Patrice Kwame. Nomme M. Abdoulaye Mahamadou comme secrétaire exécutif adjoint du Conseil de l'Entente. La conférence a exprimé sa profonde gratitude et rendu un vibrant hommage à son Excellence M. Issouf Mahamadou, président de la République du Niger et président en exercice du Conseil de l'Entente, pour les initiatives prises et les avancées enregistrées par le Conseil de l'Entente pendant son mandat. La conférence a adressé ses sincères remerciements à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour son soutien exceptionnel et déterminé au Conseil de l'Entente. Enfin, la conférence a désigné unanimement son Excellence M. Faure Essozima Gnassingbé, président de la République togolaise en qualité de président en exercice du Conseil de l'Entente pour une période de 2 ans. Le projet de loi relatif aux droits d'auteur et aux droits voisins a été défendu aujourd'hui par le ministre de la Culture et de la Francophonie à l'Assemblée nationale. Le but visé, corriger toutes les insuffisances contenues dans la loi relative à la protection des œuvres de l'esprit et aux droits des auteurs, des artistes, interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes. La nouvelle loi va apporter des innovations sur le relèvement du niveau des sanctions en cas d'atteinte aux droits d'auteur et aux droits voisins. Elle va aussi permettre de modifier la durée de la protection des droits d'auteur et de fixer un mode forfaitaire par voie réglementaire de la rémunération pour copie privée en lieu et place d'un taux plancher. La ministre de la Communication s'est rendue aujourd'hui dans 3 organes de presse à Foussiata Bambalamine. Cette visite en vue de mieux structurer son plan d'action pour l'amélioration des conditions de travail des acteurs de la presse. Le reportage de Franck Quadio. Une journée de travail pour David Yuan, président du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Le secteur en proie à bien de difficultés. La loi de 2004 ne donnant pas de contenu juridique à la profession. On assiste aujourd'hui à une floraison de médias numériques qui se crée dans l'informel. Donc tout cela engendre une certaine précarité. Cette visite du ministre de la Communication qui depuis 2013 fait le tour des rédactions pour s'imprégner des réalités arrive donc à point nommé. Dans les locaux d'alerte Info Média en ligne, principale préoccupation, l'appui de l'État, un appui cependant conditionné. Comment prendre en compte la presse en ligne? Encore faut-il que cette presse en ligne soit un organe de presse et qu'ensuite cette société soit déclarée dans le respect de toutes les règles liées évidemment à la création de la société, fiscalement, qu'elle respecte évidemment les règles de la République et qu'ensuite cette entreprise de presse étant un organe de presse soit pris en compte par le Conseil national de la presse dans le cadre de la régulation. D'un média à l'autre, Radio Espoir, un média confessionnel catholique. Ici, la direction souhaiterait bien un soutien pour l'amélioration des conditions de travail, l'outil informatique notamment. Au groupe Olympe, les responsables relèvent bien de préoccupations, entre autres l'impression 70% des charges, la distribution, le respect de la convention collective qui fragilise l'édifice, d'où l'aide de l'État pour un juste équilibre. Pour la tutelle, la situation est effectivement préoccupante. Il y a quelques solutions. Et nous avons permis aussi de booster effectivement l'aide que l'État apporte, subvention à ces organes. Et nous espérons que cette aide pourra vraiment les aider, notamment dans la subvention d'impression qui est l'une des charges les plus importantes pour les organes de presse papier. Madame la ministre, elle est vraiment consciente
des problèmes qu'on rencontre. Et je crois qu'elle a la volonté vraiment d'être le porte-parole entre nous, les patrons de presse, et le gouvernement. Cette série de rencontres avec les acteurs de la presse a débuté ce lundi 11 juin, va durer 3 jours. Plus de 229 000 candidats au baccalauréat général étaient face à leur copie aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Ils composaient dans plusieurs matières, le français, l'histoire et géographie lors de ces épreuves écrites du baccalauréat. Ces candidats étaient présents dans 392 centres repartis à travers le pays. Les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur se sont rendus dans quelques centres pour voir comment se déroulait l'examen. Aurélia Drokoulia, Grâce Kando. Lycée Sainte-Marie de Cocody ce lundi matin. Peu avant le démarrage des épreuves écrites du baccalauréat session 2016, des candidats révisent leurs leçons quand d'autres se laissent gagner par le stress. C'est vrai qu'il y a le stress, mais tout comme fait, on affrontera ça avec dignité. Enfin sonne le top départ des épreuves. La ministre de l'Éducation nationale est là, en compagnie de sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et d'autres structures œuvrant dans le domaine de la formation et de l'éducation. Les deux ministres ont visité quelques centres d'examen. Objectif, voir si tout se passe bien et encourager les candidats à l'excellence. Tout se déroule très bien. Les membres du secrétariat sont en place. Les surveillants sont dans les salles. Les candidats sont aussi là. Nous sommes aujourd'hui en train de faire la dernière évaluation. Je souhaite que tous soient admis. Aux élèves qui vont devenir bientôt nos étudiants, nous les attendons, nous leur souhaitons plein succès. C'est eux qui vont contribuer donc au développement de la Côte d'Ivoire, à l'émergence à l'horizon 2020. Plus de 229 000 candidats composent pour l'accès à l'université et grandes écoles. Pour cette première journée, l'épreuve de français est jugée abordable. Nous pouvons dire que les sujets sont abordables. Pour un élève qui a suivi une bonne année scolaire, qui allait régulièrement au cours, il n'y a pas de raison pour qu'il ne s'en sorte pas. Autre fait marquant au cours de cette visite, la présence d'un candidat âgé de 58 ans. Il est artiste-comédien. On ne finit jamais d'apprendre. Il est important pour moi d'obtenir ce bac parce que quelqu'un qui a embrassé une carrière, d'avoir un diplôme inhérent à cette carrière-là. Il n'y a pas d'âge pour avoir un diplôme, chose appréciée par la ministre de l'Éducation nationale. Il est artiste, comédien confirmé, mais il a décidé d'avoir son baccalauréat pour évidemment améliorer ses connaissances et puis pour progresser dans la vie. Pour cette première journée, les candidats ont composé en français et en histoire géo. À Boaké, dans le centre du pays, les candidats au baccalauréat ont investi les 21 centres de la région du Ouéké. Là-bas, les autorités éducatives et administratives veillent aussi au respect des consignes données par la tutelle. Soro Corona et Kader Sogodogo ont fait le tour de quelques centres. Épreuve de français, 3 sujets au choix. C'est par cette matière que les 11 834 candidats de la région de Béké répartis dans 21 centres ont débuté le baccalauréat session 2016. Dongo Virginie, agent de santé, est à la recherche de ce premier diplôme universitaire pour une promotion professionnelle. J'ai décidé de passer le bac en candidate libre pour compléter mes diplômes, pour évoluer dans mon travail. Je recommande ça à plusieurs personnes parce que dans la vie, on ne finit pas d'apprendre. De l'Institut Wenzen Koulibaly au lycée moderne Nembo, en passant par le lycée moderne TSF, toutes les dispositions sont prises pour une bonne tenue de cet examen. Autorités administratives et éducatives sillonnent les centres pour s'assurer du respect des consignes. J'ai eu à visiter l'ensemble des centres d'examen de Boaké. Je me suis rendu compte que tout est en place. Depuis 4 ans, des efforts sont consentis pour faire du baccalauréat ivoirien un précieux sésame dépouillé de toute subjectivité. C'est la méfiance à l'égard des montres à cadran rectangulaire susceptibles de recevoir des téléchargements. C'est toutes les précautions pour que nos évaluations soient des évaluations propres et qu'à l'avenir, nos parchemins soient des parchemins crédibles. Les présidents du jury vérifient si les candidats et les surveillants sont tous présents. Il se passe bien, les enfants
Nous sommes dans les salles, ils se focalisent sur leur sujet, ils sont en train de plancher. Pour permettre aux candidats de préparer les épreuves du jour suivant, les épreuves écrites du baccalauréat session 2016 se tiennent que les matins. Sur toute l'étendue du territoire national, ce sont 229 693 candidats repartis dans 392 centres d'examen. La proclamation des résultats est prévue le 29 juillet. Comment se passent les choses du côté de San Pedro et de Tia-Salé? Dans ces deux villes, les candidats affrontent le baccalauréat avec un seul et même objectif, décrocher ce diplôme qui va leur ouvrir les portes des grandes écoles ou des universités. Thérèse Tapé-Oboui. À San Pedro, ce sont 4 914 candidats, toutes séries confondues, qui ont débuté les épreuves du baccalauréat 2016. Pour la présidente du centre, rien n'a été négligé pour le bon déroulement des épreuves. Même le scellé des enveloppes a été vérifié par une candidate. Nous avons mis tous les moyens à la disposition des acteurs et depuis 15 jours, nous avons commencé les épreuves. Tout s'est bien passé, ça se déroule très bien. Nous espérons que tous nos candidats seront admis, que nous aurons le 100% habituel. La lutte contre la tricherie a été renforcée, selon le président du jury, et les sujets jugés abordables par les candidats. Pour l'instant, je n'ai pas encore fini de lire, mais je crois que ça va aller. C'est acceptable, parce que c'est les mêmes choses qu'on a fait en classe. Pour lui permettre de composer en toute quiétude, le bébé de 2 mois d'une candidate a été pris en charge par les examinateurs. 10 centres d'examen accueille les candidats de la région de San Pedro. C'est le préfet Jules Guessé qui a donné le coup d'envoi des épreuves dans la région de Tia-Salé. Il a demandé aux candidats et aux surveillants de faire en sorte que la session 2016 se déroule normalement, contrairement à celle de l'année dernière. Aux 690 candidats de Ndoussi, il a demandé de faire le deuil de la tricherie. Puis la délégation du préfet s'est rendue au lycée moderne de Tia-Salé pour s'imprégner du bon déroulement du baccalauréat et encourager les candidats à travailler dans des conditions de transparence et d'équité. À la rentrée prochaine, les élèves de Ngban-Moronou et de plusieurs villages du département de Toumoudi pourront apprendre dans de nouvelles salles de classe, des bâtiments construits par l'État et des cadres du département. Le reportage de Kader Sogodougou. Un bâtiment de 3 classes financé entièrement par la Mutuelle de développement économique et social de Moronou. Plusieurs salles de classe réhabilitées et équipées. 2 autres bâtiments de 6 classes avec bureaux réalisés dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Voilà de quoi rendre heureuses les populations de Ngban-Moronou, village de plus de 5000 âmes qui comptera pour la rentrée scolaire prochaine 3 écoles primaires. Cette nouvelle a donné lieu à des retrouvailles dites fêtes de l'école initiée par la Mutuelle de développement économique et social de Moronou, MUDESMO. La population de Moronou vous prie de transmettre à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, leurs sincères remerciements et l'expression de leur infinie reconnaissance. Réalisation à notre profit, nous sommes convaincus que l'émergence à l'horizon 2020 peut être une réalité palpable. Les ministres Maurice Bandaman, ancien écolier du village, Raymond Goudou, fille de la région, ont salué le dynamisme de la MUDESMO. À leur suite, la ministre Maria Toukone, présidente de la cérémonie, et le ministre d'État Jano Aoussou-Kouadio, patron des retrouvailles, ont invité les populations de Ngban-Moronou à persévérer dans la cohésion sociale, socle de tout développement. L'œuvre que vous accomplissez est immense. La présente fête de l'école est une occasion pour célébrer et rendre hommage, un hommage mérité à tous ceux qui ont façonné le parcours de l'école Ngban-Moronou. C'est dans l'entente, dans l'union que nous allons bâtir nos villages. Et c'est la sommation, la somme totale des villages bien construits, de nos unités, dans les villages, dans les villes, dans le pays, que la Côte d'Ivoire va retrouver la paix. Donc, vous êtes sur le bon chemin. La récompense des meilleurs élèves et le défilé des différentes promotions a commencé par celle de 1959, date de l'ouverture de l'école, ont contribué à animer la fête à Ngban-Moronou.
À Mans, ce sont les étudiants qui vont inaugurer de nouveaux amphis et chambres à la nouvelle rentrée universitaire. L'université de Mans va coûter 25 milliards de francs CFA. Elle bénéficie d'une réserve foncière de 332 hectares et est dimensionnée pour accueillir à terme 3000 étudiants, mais seulement 500 étudiants pourront commencer les cours dans cette nouvelle université. Eve Bouy. Site de construction de l'Université de Mans, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bakayoko Liramata, en compagnie de son homologue Albert Touakeus-Mabry, ministre des Affaires étrangères et fils de la région, effectue une visite des lieux. Ils sont à l'intérieur d'un amphithéâtre en finition de 530 places. Amphithéâtre, salle de travaux dirigés et de travaux pratiques, bâtiments administratifs, logements d'étudiants, restauration. Les travaux de la future université de Mans affichent un taux de réalisation de 40% selon le Benet, maître d'œuvre. De ce fait, cet établissement pourrait accueillir ses premiers étudiants dès la rentrée 2016-2017. Nous avons visité les infrastructures académiques. Il y a un amphithéâtre qui sera prêt en septembre, et un bâtiment pour les travaux dirigés, et il y aura aussi le bâtiment administratif. Et pour les infrastructures sociales, il y a le restaurant qui sera prêt, et aussi il y a un bâtiment pour loger 500 étudiants à peu près. Donc ça va permettre de démarrer. Un démarrage de cours déjà pensé à l'avance. Nous avons déjà mis même une équipe pédagogique qui a commencé à concevoir les cours en ligne, qui a commencé à concevoir les maquettes pédagogiques. C'est une université qui émane plutôt de la vision du président de la République de doter chaque région d'universités performantes et en formant des ressources humaines en fonction des potentialités de la région. Et justement, élus et cadres promettent accompagner le gouvernement pour le développement local. Nous nous engageons à accompagner l'université pour en faire une vraie université citoyenne, faire en sorte que la plateforme que l'université constituera pour le développement régional bien soit une plateforme que nous animons tous. L'université de Mans est bâtie sur un site de 332 hectares et à ce jour, seuls 130 hectares sont aménagés. Selon le programme de décentralisation des universités PDU, la future université de Mans a une réserve foncière sur laquelle sera installé à long terme un centre hospitalier universitaire avec une petite faculté de médecine. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la population. La population mondiale est estimée à plus de 7 milliards de personnes en 2015 selon l'ONU et les 10 à 24 ans représentent 1,8 milliard de personnes. Cette année, les États sont appelés à investir pour les adolescentes dont les droits sont encore trop souvent bafoués. En Côte d'Ivoire, cette journée sera célébrée à Korogo dans le nord du pays le 30 juillet prochain. Sephora Zegui, Francis Boifo. 48% des filles en Côte d'Ivoire n'achèvent pas le cycle primaire et le taux de scolarisation de cette frange de la population représente en moyenne 82,1% contre 93,7% chez les garçons selon le ministère de l'Éducation nationale. La situation des adolescentes préoccupe les Nations Unies. Le 11 juillet de chaque année est dédié à la population. Pour cette 30e édition, le thème général est « Investir dans les adolescentes ». Au plan international, des actions en faveur de l'éducation des filles ont permis de réaliser d'importants progrès. De 2000 à 2015, la proportion de filles non scolarisées a reculé de 58 à 53% dans les pays en développement. La Côte d'Ivoire a également fait des efforts pour l'autonomisation de la jeune fille. La célébration nationale de la Journée mondiale de la population édition 2016 aura lieu à Korogo dans le nord du pays autour du thème investir dans l'éducation et la santé des adolescentes pour l'atteinte du dividende démographique. Dans un secteur financier de plus en plus innovant et concurrentiel, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire a échangé avec ses membres de l'intérieur du pays. La rencontre s'est déroulée dans la capitale politique Yamoussoukro. Il s'agit de les rendre plus performants et plus professionnels. Créée le 20 août 1998 par l'ensemble des institutions de microfinance, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire, APS-FDCI, est à l'intérieur du pays pour écouter et échanger avec ses membres. En 2015, cette association comptait 62 institutions de microfinance, dont 49 mutuelles et 13 sociétés anonymes.
En cours de crédit toujours en fin 2015, ces institutions enregistraient 138,2 milliards de francs CFA et en épargne collectée 175,7 milliards de francs CFA. Son importance dans le pays est donc avérée. Aussi, le monde des finances étant en perpétuel mouvement avec de nombreuses innovations et une concurrence farouche, il appartient à la PSFDCI d'inculquer à ses institutions membres un professionnalisme gagnant. L'activité qu'on vient de mener montrer notre forte présence auprès des institutions qui sont membres, mais aussi surtout renforcer les capacités davantage de nos institutions, de toutes les ressources humaines qui travaillent dans le secteur. Sur les 62 institutions de microfinance qui existent en Côte d'Ivoire, les 3 quarts sont basées à Abidjan. Celles de l'intérieur du pays apprécient la démarche de leur association. Nous sommes vraiment très ravis de la rencontre que nous avons avec notre association ce matin, parce que c'est cette association qui est en charge de la formation. Le marché est grand, très vaste, et nous avons notre place, c'est d'être sérieux, très sérieux, de travailler honnêtement. À ce jour, ce sont 1 228 000 clients qui ont recours au service des microfinances en Côte d'Ivoire. Un nombre qui va certainement s'accroître avec la volonté de professionnalisme dans ce secteur. Le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan et les projets de schéma directeur d'urbanisme des chefs-lieux de région ont été présentés aujourd'hui par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Objectif, élaborer ce plan dans la perspective de développement durable. Herman Nanyamia. Abidjan d'ici à 2030, plus d'anarchie dans la vente de terrain. C'est aussi un réseau routier et ferroviaire contrôlé et l'occupation de l'espace urbain entièrement maîtrisé. C'est ce à quoi aspire le ministre de la Construction et de l'Urbanisme en présentant ce lundi le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Ce projet financé par l'agence japonaise de coopération internationale JICA à hauteur de 2 745 millions de francs CFA cadre bien avec la vision d'émergence dont rêve le pays. Des grandes voies de contournement pour les années 2020 jusqu'à 2030, des moyens de transport urbain et lagunaires et même au niveau je dirais des métros, des trains urbains sont prévus, du 4e ou du 5e pont qui sont projetés. Pour que ce projet soit un succès, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme invite promoteurs immobiliers et citoyens lambda désireux d'acquérir un terrain à se rapprocher des aménageurs urbains agréés. Nous ne voulons plus de vendre des terrains urbains par des amateurs, par des personnes qui agissent et qui n'ont pas de siège, qui ne sont pas reconnus par l'État. Nous n'allons pas éviter les conflits tant que ceux qui vendent les terrains peuvent les vendre à plus d'une personne. Le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan bénéficie de l'adhésion de tous les opérateurs qui voient en ce projet la fin du désordre lié à la vente des terrains urbains. C'est une vision que nous apprécions. L'État nous donne l'occasion aujourd'hui de donner des terrains viabilisés, sécurisés par un acte notarié. Ça évite les bidonvilles, ça évite l'anarchie. Pendant 3 jours que va durer la présentation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, les aménageurs privés agréés exposeront leurs projets d'aménagement. Les personnes intéressées par l'achat des terrains viabilisés et sécurisés ont l'occasion de prendre contact avec ces professionnels du domaine. Outre la présentation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, les plans directeurs d'urbanisme des 32 chefs-lieux des régions en passe d'être adoptés ont été également présentés. Des experts européens de la dépollution ont déposé leurs valises au bord de la lagune Ébrié. Ils ne sont pas en vacances, ils sont venus faire des prélèvements sur les sites où ont été déversés les déchets toxiques en 2006. Vous vous souvenez bien, un audit commandité par l'État pour s'assurer que ces déchets ont bel et bien été enlevés. Le reportage de Doua Delazer. Djibi, dans la commune d'Abobo. Les populations de ce village ont été victimes du déversement des déchets toxiques du Propokuala en août 2006. Moi j'étais enceinte et accouché le 26. Vraiment c'était pas facile. Les gens ont voulu qu'on quitte mais c'était un peu compliqué, on est resté. Ça nous a fatigués avec le bébé, la toux, la grippe. Nous voulons qu'il fasse quelque chose, soit si c'est pour enlever ou bien bon, je sais pas. Un processus de dépollution a été entamé depuis 2007 par l'État de Côte d'Ivoire sur les 17 sites du déversement des produits toxiques dans le district d'Abidjan. Pour s'assurer des résultats,
Le gouvernement ivoirien a commandité un audit d'analyse biologique du sol et de l'air sur l'ensemble des sites concernés. Les Européens de dépollution sont à la tâche. Une équipe commise par le PNUE est sur le terrain. On se rapproche aussi des populations qui habitent dans les environs pour voir la qualité de l'eau qu'elles consomment, la qualité du sol. S'il y a des cultures qui sont faites dans les parages, on prélève ces cultures pour voir si elles ne sont toujours pas polluées par les déchets toxiques. À partir de ces résultats, nous verrons si effectivement les activités de pollution qui ont été faites il y a quelque temps ont été un succès et nous pourrons donc rassurer la population. De 2006 à 2007, 103 000 personnes ont été contaminées par l'air pollué des déchets toxiques du Probo Kuala dans les communes d'Abidjan. 16 victimes parmi elles sont mortes à l'issue de cette pollution. Les résultats de cet audit sont attendus par les gouvernants et les populations qui ont pour seul espoir vivre en bonne santé. Hors de chez nous, aux États-Unis, une fusillade a éclaté aujourd'hui dans un tribunal du Michigan dans le nord du pays, faisant 2 morts plus le tireur ainsi que plusieurs blessés. Les 2 victimes en sont des huissiers de justice. Cette fusillade intervient dans un pays choqué par la mort jeudi de 5 policiers sous les balles d'un tireur embusqué à Dallas, dans le sud des États-Unis, lors d'une manifestation qui dénonçait les brutalités policières envers les Noirs. Dans le Michigan, un adjoint du shérif a également été blessés aujourd'hui, ainsi que plusieurs civils. Tous seraient dans un état stable. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a demandé aujourd'hui au Conseil de sécurité de décréter un embargo immédiat sur les armes destinées au Soudan du Sud et de nouvelles sanctions ciblées contre les fauteurs de troubles qui bloquent le processus de paix. La capitale sud-soudanaise, Juba, a été le théâtre aujourd'hui pour le 2e jour consécutif de violents combats entre forces loyalistes et ex-rebelles. Le Soudan du Sud, le plus jeune État du monde, est-il en train de replonger dans la guerre civile? La question demeure et les indicateurs le laissent penser. Tirs de mortiers et d'armes lourdes, hélicoptères de combat et de chars signalés dans la capitale sud-soudanaise. Les combats entre les forces régulières et les ex-rebelles s'intensifient depuis des jours. Au moins 270 personnes ont trouvé la mort dans ces combats intenses entre les soldats loyaux au président Salva Kiir et les partisans de l'ex-rebelle et actuel vice-président Riek Machar. Des milliers de civils ont fui la capitale, Juba, en direction du camp de l'ONU qui abrite 28 000 déplacés. Face à cette belligérance qui déchire le pays, l'ONU lance un SOS aux pays de la région. Des casques bleus supplémentaires dans les rangs de la MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, pour mettre fin au combat. Ces affrontements fragilisent l'accord de paix et de partage de pouvoir signé en août dernier, des accords qui pourraient voler en éclats. Le Kenya et le Soudan ont appelé à mettre fin au combat et envisagent de tenir un sommet en urgence ce lundi à Nairobi. Le Premier ministre britannique David Cameron a annoncé qu'il démissionnerait mercredi. Theresa May, l'actuelle ministre de l'Intérieur, lui succédera le même jour. Le retrait de la candidature d'Andrea Leadsom, seule rivale de Theresa May, pour le poste de chef du Parti conservateur et partant pour celui de chef du gouvernement, a accéléré aujourd'hui le processus de désignation du successeur de David Cameron. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.